Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 27 octobre 2015. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous l'actualité nationale ou internationale en compagnie d'observateurs ou d'experts nationaux et internationaux. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre. Comme d'habitude, réagissez sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission #60MPC. Vos questions et vos réactions seront prises en compte pour alimenter notre discussion pendant l'émission. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Saïd Amardir, vous êtes président de l'AMFP, l'association marocaine des professionnels de la finance participative. Merci d'être avec nous ce soir. Talal Lahlou, consultant formateur en finance islamique. Mohamed Ketsani, ex-banquier, vous êtes consultant indépendant, 27 ans de banque, comme quoi il y a une vie après la banque. Et Mohamed Najib Ben Qassem, directeur général de OB2I Finance Consulting, vous êtes professeur universitaire et vous avez notamment commis plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment les banques islamiques au Maroc. Musharaka, Mudaraba, Murabaha, Soukouk, Istisna. Si tout cela ne vous dit rien ou vous dit vaguement quelque chose, vous avez bien fait de venir. La finance islamique représente aujourd'hui près de 2000 milliards de dollars dans le monde avec un taux de croissance annuel moyen de 15%. En juin 2014, un projet de loi bancaire encadrant les banques dites participatives est adopté et les premiers agréments devraient être accordés début 2016. Comment fonctionne la finance participative? Où en est-on chez nous au Maroc? Quelle place pour la finance participative au Maroc? C'est le titre de l'émission de ce soir. Pour mieux cerner le sujet, parlons de la finance participative en chiffres. Et d'abord, que pèse cette industrie aujourd'hui? Selon les chiffres officiels, les banques dites participatives pèsent 2000 milliards de dollars. C'est le double qu'il y a 4 ans. On estime leur taux de croissance annuel moyen à plus de 15%. Cette industrie financière devrait peser jusqu'à 4000 milliards de dollars d'ici 2020. Une véritable poule aux œufs d'or, surtout avec la conjoncture mondiale et l'image de la finance qui a été ternie par les scandales et les crises financières. Alors qu'est-ce qui différencie la finance classique de celle dite alternative? Dans la finance participative, les actifs tangibles sont adossés directement à l'économie réelle. Le PIB ne peut donc être surévalué sur la base d'actifs ou de produits dérivés. Dans le système financier classique, une créance peut être titrisée plus d'une fois, ce qui nous mène vers l'aspect risque. Le droit musulman des affaires amoindrit la prise de risque. Conscient des nouvelles opportunités d'une telle industrie, le gouvernement du Maroc a mis en place un cadre législatif adéquat. Cette loi prévoit 4 types de produits bancaires. Murabaha, où la banque joue le rôle d'intermédiaire sur un bien immobilier qu'elle revend ensuite à l'acheteur avec une marge bénéficiaire. Tout comme Murabaha, le produit Ijara concerne aussi l'immobilier. Il s'agit d'un crédit bail qui se traite soit sur une durée locative au terme de laquelle le client restitue le bien, soit avec option d'achat à la fin de la durée définie. Pour l'investissement, il y a Musharaka où la banque prend une participation dans un projet sélectionné et Mudaraba dont le mécanisme consiste à apporter le capital nécessaire à un entrepreneur. En cas de succès, les bénéfices sont répartis entre la banque et l'entrepreneur. Au cas échéant, la banque assume l'entière responsabilité des pertes, sauf si fraude il y a. Bien, messieurs, alors je n'ai que des experts sur le plateau aujourd'hui. Ce qu'on essayera de faire, c'est dans un premier temps essayer de comprendre ce qu'est la finance islamique ou la finance participative. Déjà la première question, avant qu'on aille, on a vu beaucoup de produits qui ont été présentés, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent. On parlera ensuite de l'installation de la finance participative au Maroc et ses conditions. Nous aurons alors l'occasion de revenir sur un terme très précis qui est la finance participative. Aujourd'hui, pourquoi le Maroc a décidé d'appeler ça la finance participative et non pas la finance islamique? Talal Lahlou. Alors, il y a eu un choix de la part du législateur, qui est le Parlement, d'opter pour le choix de la finance participative, tout simplement parce que là, on a vu dans l'édito, si on veut, les différents produits, mais l'idée générale, c'est que cette finance se démarque d'une autre finance qu'on connaît actuellement depuis 3 siècles ou 2 siècles, qui est la finance basée sur le non-partage du risque, c'est-à-dire que l'emprunteur supporte tout seul le risque que son projet réussisse ou qu'il soit un échec. Dans la finance participative, on participe. Donc l'esprit de la jurisprudence islamique, c'est
Si on perd tous les deux. Et si on gagne tous les deux. Ça permet de recoller un petit peu le monde de la finance et le monde de l'économie pour aussi réconcilier les entrepreneurs et les banquiers d'une certaine manière. Saïd Maghrieb. Participative vs finance islamique. C'est important aussi pour que les gens comprennent. On a beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui posent cette question-là, de savoir aujourd'hui pourquoi on n'appelle pas ça la finance islamique. Alors justement, merci beaucoup pour l'invitation. Donc c'est l'occasion effectivement d'un peu de démystifier, vulgariser la finance participative. Donc le choix marocain, le business model du Maroc, justement, c'est de parler de la finance participative. Donc en fait, on fait une distinction entre la religion et les affaires. Parce que c'est une finance qui est appelée à gagner. Donc on cherche du profit à travers aussi bien les banques participatives que les takaful, que les OPCVM, Sharia compliant et Soukouk. Donc l'idée effectivement de parler de finance participative et de centraliser le champ religieux sous le Conseil supérieur du Zulama qui dépend directement du roi. Donc voilà le business model quelque sorte choisi par le Maroc. Pour nous, la finance participative, c'est une finance qui est basée sur 3 piliers importants. Donc, adossée à une économie réelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'asset backing, c'est-à-dire adossé à un actif. Exact, l'asset backing, c'est l'économie réelle. Deuxième élément, c'est l'éthique, c'est-à-dire être transparent vis-à-vis des clients, être des clients des banques, des assurés, être transparent vis-à-vis des investisseurs également. Et troisième élément qui est très très important, c'est que le fait que cette finance participative est basée sur le droit musulman des affaires, fiqh al-mu'amalat. Donc voilà, donc c'est exactement ce que nous appelons dans d'autres cieux, au GCC et en Malaisie, la finance islamique. Chez nous, c'est la finance participative. Voilà, donc voilà, en gros les piliers et les bases. Donc on part du principe également que par définition, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Donc ce qui est interdit, c'est le riba. Donc c'est l'intérêt, l'usure. Deuxième élément, c'est qui est la base du capitalisme. Du capitalisme, exactement. La deuxième, c'est le gharar, c'est le risque excessif. Et troisième élément, c'est darar, c'est le préjudice qui est apporté à un client d'une banque, à un assuré, à un investisseur. Voilà. C'est bien facile. Oui, effectivement, je tiens à remercier d'abord d'avoir choisi de faire de bons choix concernant donc, les sujets d'actualité qui concernent donc, la population marocaine. Et je dirais que le Maroc a tendance à devenir une place financière internationale. Et donc le choix de participatif, c'était un choix intelligent. Le Maroc a cette ambition. Oui, c'était donc un choix ambitieux. Et donc pour ce faire, il fallait donc montrer aux investisseurs étrangers que la finance participative n'est pas sujet uniquement aux musulmans. Et donc c'est l'affaire de tout un chacun qui s'intéresse à l'économie nationale, aux opportunités qu'offre aujourd'hui le Maroc dans le cadre de Casablanca Finance City, etc. C'est le moment de venir sans qu'il y ait donc cette connotation islamique et c'est un choix modéré, équilibré et aussi éthique. Alors c'est important. Alors, Sik Tsani, vous êtes issu de la banque classique. J'imagine que vous tous, vous êtes issus de la finance classique. J'imagine qu'on ne naît pas dans la finance islamico-participative. Quelle vision vous avez de la finance aujourd'hui participative telle qu'elle est formulée ? D'abord, par rapport à la banque traditionnelle, il y a la différence fondamentale qui est celle du taux d'intérêt. Je pense que c'est là où la différence se fait. Quand vous prenez un crédit auprès d'une banque traditionnelle, vous avez une rémunération du capital que vous empruntez qui est sur la base d'un taux d'intérêt. Ça, c'est clairement le fondement de base qui fait la différence entre le monde de la finance traditionnelle et la banque participative. La banque participative peut offrir aussi une alternative très intéressante en matière de mobilisation des fonds et des capitaux. Il y a un certain nombre de fonds qui peuvent ne pas être dans le circuit pour des raisons d'éthique, pour des raisons de chacun avec ses propres convictions. Et il est possible qu'avec cette nouvelle finance, on va l'appeler comme ça, il est possible de ramener des capitaux qui ne sont pas aujourd'hui dans le système pour des raisons, encore une fois, strictement d'éthique et de religion. Alors, l'éthique, elle se situe à quel niveau? Alors, on va essayer de rentrer justement dans les produits. Le produit le plus usité dans la finance participative, finance islamique, c'est la murabaha. On reviendra aussi sur les différents produits, mais la murabaha, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, expliquez-nous concrètement, comment ça fonctionne la murabaha. Non, avant, d'abord, il faut préciser une chose. Donc, il y a ce qu'on appelle la finance mathématique et il y a la finance éthique.
La finance mathématique, c'est la finance classique, c'est la banque classique. C'est quoi la finance mathématique? En fait, c'est des modèles conçus par des économistes, des mathématiciens, sans faire appel à la notion de conformité à la charia. Et donc, la seule différence qui existe entre aujourd'hui la finance participative et la finance classique, c'est l'existence d'un comité qui, toujours dans ses décisions, doit faire appel à la conformité charia, et donc au côté éthique et religieux, etc. Ça, c'est important. Aujourd'hui, le choix, pourquoi la tendance elle est vers le murabaha, c'est parce que c'est un marché dans sa phase, donc il n'a pas capitalisé encore beaucoup d'expérience, il a 25 ans, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a une expérience confirmée de la finance participative parce que réellement n'a commencé qu'à partir de 1983. Et jusqu'à présent, donc, le produit phare, c'est murabaha parce que donc ces questions d'histoire et de tendance. Oui, mais alors justement, ce n'est pas anodin pourquoi je commence par la murabaha, parce qu'il y a plusieurs produits, et lorsqu'on parle d'éthique et de participation à l'économie, la murabaha, c'est, je vais vous laisser la décrire, c'est faire une marge et qui se substitue finalement aux intérêts qu'aurait fait une banque sur un produit donné. Alors, pour expliquer ça, il faut faire un petit flashback contextuel d'où vient un petit peu cette finance islamique. Il faut savoir qu'elle vient en réaction, si on veut. Disons que ces sources, elles existent depuis le XIVe siècle, mais elle vient en réaction à cette finance qui a justement séparé entre les affaires et la religion, les affaires et l'éthique. C'est-à-dire, c'est le protestantisme, en fait, avec Weber, entre autres. Donc on dit, bon, les intérêts, parce que même chez les catholiques, les intérêts étaient interdits jusqu'en 1822. Mais on a séparé ça et on a dit, bon, pour le commerce, on va faire des intérêts, on va mettre l'éthique un petit peu de côté. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes institutions financières internationales, de quoi on parle? Tous les titres, c'est la RSE, la responsabilité sociale. Eh bien, disons qu'on a trouvé, en Occident et dans le monde musulman, une réponse à cette préoccupation de l'éthique, justement, parce que on a trouvé dans la finance islamique quelque chose qui se préoccupe de la personne qui est vulnérable, une finance qui protège l'ignorant, une finance qui permet d'avoir une participation dans les projets, donc de gagner ensemble et de perdre ensemble. Maintenant, puisqu'on vient de la finance classique, on est dans un schéma systémique qui est contre le risque. C'est-à-dire que le risque, c'est l'ennemi numéro 1 dans la banque. Et M. Kutani, je parle sous son contrôle vu qu'il vient de la banque classique. Disons que le risque, c'est l'ennemi numéro 1. Donc on fait tout, on a même des départements de gestion des risques dans les institutions financières pour enlever le risque. Donc quand on fait un crédit dans la finance classique, on prend une hypothèque, on prend toutes les assurances nécessaires et on peut donner le crédit, que ce soit un crédit de consommation ou un crédit pour un projet. En finance participative, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de banques participatives islamiques, quand elles ont été lancées dans les pays du Moyen-Orient, on a manqué de ressources humaines. On a dû faire appel à des gens de la banque classique. Donc quand on vient de la banque classique et de l'enseignement financier classique, un formatage, voilà, c'est-à-dire le risque, on enlève, on va prendre la finance islamique, c'est une cartographie de produits, on ne va pas se préoccuper de l'esprit de la finance islamique, on va prendre les produits qui sont le moins risqués. Donc on prend les produits les moins risqués et on essaie d'enlever encore un petit peu plus de risques en faisant quelques balayages dans le contrat, ce qui fait perdre un petit peu la substance du contrat, et on lance le produit sur le marché. Résultat, la personne normale, dotée d'un petit peu de bon sens, vous dit mais c'est la même chose. On a fait une réplication, on a fait du maquillage. Donc on achète un produit. C'est que le lancement de la finance islamique s'est fait à, on va dire, imprégné de l'esprit de la finance classique, là où finalement un petit peu à la va-vite. Un petit peu à la va-vite dans certains pays. Le Maroc a une chance, c'est que la formation a précédé l'application. Mais la majorité des pays, ce n'est pas le cas. Donc, dans la murabaha, qu'est-ce qu'on fait? On achète un produit et on le revend. Donc, la murabaha classique, avec une marge. Donc, on achète un produit, on supporte le risque de ne pas le revendre. Donc, déjà, on a le risque du commerçant. Donc, quand on achète le produit, on ne doit pas obliger l'acheteur à acheter le produit alors qu'on ne l'a pas. Donc, à partir de là, on peut le revendre. Dans les contrats actuels contemporains, on enlève ces risques, on oblige l'acheteur à acheter le produit, donc la banque essaye de prendre le minimum de risques. Et là, on peut tomber dans des questions où le Conseil supérieur des ulama pourra peut-être dire attention sur ce point du contrat, c'est pas compris. Un tout petit point, c'est que le produit murabaha, pourquoi on accorde beaucoup d'importance au niveau des banques pour le produit murabaha? Tout simplement parce que c'est un problème de liquidité.
Lorsqu'on finance d'autres projets, par exemple par Musharaka, Mudaraba, il fallait attendre 3 ans, 5 ans pour récupérer un peu l'investissement. Le retour sur investissement, ça demande du temps. Et donc, puisque la banque, il s'inscrit dans une logique de continuité, il est censé financer des projets. Donc, ils doivent récupérer des fonds pour qu'ils puissent les refinancer d'autres projets. Le seul produit qui permet à la banque participative d'avoir cette flux de liquidité, c'est la Murabaha, parce que c'est des échéances qui arrivent à terme. Alors justement, juste pour compléter ce qui a été dit par mon frère, effectivement, la Murabaha, et en faisant quelques statistiques, c'est pratiquement 90% des opérations sur la finance participative ou islamique. C'est énorme. Et c'est énorme. Alors, à travers l'association... Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit? Alors justement, on va y arriver. Alors à travers notre association, donc l'AMFP, nous avons organisé un workshop qui est dédié à la Murabaha. Et on s'est fait l'exercice suivant. Est-ce que la Murabaha, est-ce qu'il s'agit d'un simple habillage ou un produit? Alors ça, c'est une question, c'est la grande question. Est-ce seulement une cosmétique pour cacher finalement, appeler des intérêts autre chose que des intérêts? Exact. Alors, si on prend le produit on démontre en quelque sorte le produit, c'est effectivement la banque lambda achète le produit pour le compte d'un client. Donc on va prendre un exemple concret. J'achète un appartement. Allez, 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. Je vais dans une banque participative. Alors, la banque A, donc le client se manifeste déjà. Il vous dit, voilà, je suis intéressé par l'appartement A à travers la banque lambda. Donc, la banque lambda, etc. Donc, il achète ce bien. Donc, il prend un risque déjà. Donc, il y a transfert de propriété chez la banque. Chez la banque, il paye l'enregistrement, etc. Donc, et à ce moment-là, le client, d'ailleurs, peut décider de continuer ou pas. Donc, il prend un risque, ce qui explique en quelque sorte la marge qu'il va calculer par la suite. C'est différent, parce qu'au moment où je prends un crédit classique, qu'est-ce que fait la banque? Il me donne de l'argent, donc il me vend de l'argent, donc contre les intérêts. Là, je ne vous vends pas l'argent, je vous vends un bien, qui est l'appartement. C'est le commerce classique. Exact. Donc, on est dans ce schéma. Donc, la propriété de la banque, donc il prend un risque. Donc, ce qui justifie le rendement bilrom, c'est une base. Elle a quand même une propriété qui est à son nom. C'est pas un vrai risque. Il se peut, lorsqu'il veut revendre le produit ou le bien, qu'il ne trouve pas d'acheteur, par exemple. Ou bien, entre-temps, s'il y a un problème, je ne sais pas, incendie, explosion, etc., sur la courte durée d'achat, il y a des statistiques pour ça. Ce n'est pas assuré, etc. Voilà. C'est vrai que d'un point de vue, voilà, j'aimerais voir ça avec votre œil de financier classique, par rapport au risque. Alors toujours pour revenir à la comparaison, en termes de fondement, dans la finance participative, il y a aussi un autre principe fondamental, c'est que l'argent ne peut pas être une matière première. On ne peut pas transiger de l'argent comme on transige dans, je ne sais pas moi, le cuivre, les céréales, etc. Donc c'est uniquement un moyen de paiement, un moyen pour faciliter la transaction commerciale, et ça aussi, d'ailleurs, le pendant, c'est le taux d'intérêt. Donc déjà ça, c'est une autre très grande différence. Pour revenir à la Murabaha, effectivement, la banque achète dans le cas d'espèce l'appartement, mais en général, elle le fait aussi à la demande du client. Je vois mal une banque aller acheter comme ça un appartement, le stocker et attendre qu'un client se présente. Donc en général, ça se fait à la demande du client et c'est lui, on va dire, qui va initier le fait générateur pour qu'on en achète le bien, pour qu'il puisse l'acquérir selon les principes de la finance participative. Voilà. Très bien. Alors j'ajoute une chose sur le plan pratique. On prend par exemple un appartement d'1 million de dirhams. D'accord. Vous avez un client qui se présente à la banque conventionnelle. Il demande l'achat d'un appartement. Il va faire le même comportement vis-à-vis d'une banque participative. La banque classique conventionnelle, il va donc étudier la faisabilité de la chose et après qu'est-ce qu'elle va faire? Il va vendre le 1 million de dirhams. Cette vente se concrétise. La banque conventionnelle, il va vendre le 1 million de dirhams au client. Ça veut dire quoi? Concrètement parlant, c'est qu'il va créditer le 1 million de dirhams sur le compte du client, puis il va paramétrer le 1 million de dirhams selon les termes du contrat, c'est-à-dire la durée du crédit, le taux, etc. Et après, il va bloquer le montant du compte, il va le prélever encore une deuxième fois sur son compte pour le remettre au notaire. Alors, à la banque participative, qu'est-ce qui se passe?
À la banque participative, il n'y a pas crédit du compte client. Le compte client, on ne le touche pas. On ne va pas l'alimenter par 1 million de dirhams et le paramétrer. C'est la banque qui va prendre de ses propres fonds, il va prendre l'initiative d'aller s'approprier de l'immeuble, puis il va signer un contrat Murabaha, c'est-à-dire dans le système d'information de la banque, on ne va pas toucher les intérêts, etc., ainsi de suite. Et donc il y a un contrat, là, il y a un contrat qui lie la banque à son client, et qu'il n'y a pas apparence de notion d'intérêt, etc. C'est le prix de vente. Mais à la banque conventionnelle, c'est au contraire. Il fallait d'abord concrétiser la vente de l'argent, c'est le 1 million de dirhams dans le compte du client, le paramétrer, c'est pour faire le constat de la dette comptablement, et c'est ça la riba, c'est ça ce qui est interdit par rapport à l'éthique. Alors, beaucoup de gens se posent la question sur ce que ça coûte. Et ça, c'est vrai que c'est une question légitime. Aujourd'hui, on prend toujours cet exemple de la Murabaha. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans tous les produits, mais c'est la Murabaha, et après on verra la Musharaka, parce que c'est vraiment deux esprits qui sont différents au sein de la finance islamique. Dans la Murabaha, il y a une marge qui est faite par la banque à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça représente 90% des produits. Là, on est dans le commerce pur. Dans quelle mesure ce type de produit, à part si les chaléa compliant bien sûr, rejoint l'éthique? Finalement, on est dans du financement alternatif. C'est presque, si on voulait dire, le niveau zéro du halal. C'est-à-dire que la valeur ajoutée économique de ce produit, pour l'économie, la valeur ajoutée économique de ce produit, à part qu'il va aider à bancariser quelques personnes, etc., par rapport aux autres produits de la finance islamique, elle est très très faible. Pourquoi? Parce que la banque n'intervient toujours pas dans l'économie réelle. C'est-à-dire, si on prend, comme ça a été dit avant moi, une banque qui attend que le client se manifeste et donc qui va faire une opération, c'est de l'intermédiation pure. Oui. Alors que l'esprit, si vous voulez, la loi, la finance conventionnelle, elle veut que la banque ne fasse pas de commerce. Et pour faire simple, la finance participative veut que la banque fasse du commerce. Ouais. Ça, c'est pour faire simple. Ouais. Ensuite, c'est quoi la banque participative ou islamique? C'est d'abord un commerçant en gros et un capital risque. Commerçant en gros, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa valeur ajoutée? Eh bien, il achète en gros et il fait bénéficier ses clients des réductions de son achat. Donc, il y a, contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a des banques qui stockent des voitures, il y a des banques qui stockent des appartements dans plusieurs pays du monde. En Turquie, on l'appelle aussi finance participative d'ailleurs. Et donc, il y a des banques qui font ça et qui ont de la valeur ajoutée, mais elles restent minoritaires. Pourquoi? Encore une fois, pour cette raison d'esprit. C'est-à-dire qu'on est encore dans dans 4 siècles de finance classique. C'est très difficile de changer de paradigme. Oui. Mais là, après, avec cet avènement et avec ce renouvellement de vision paradigmatique de la finance, on commence à avoir des banques qui font du commerce. Et les banquiers sont obligés d'aller faire des formations, d'apprendre à faire du commerce. Alors, j'en viens à la Musharaka, parce que finalement, si on devait avoir l'esprit de cette finance participative, elle est dans la Musharaka. Le Musharaka, c'est quoi? C'est le capital risque. C'est en gros la banque qui prend participation dans un projet. Et aujourd'hui, ça représente combien dans les opérations? C'est très peu. C'est peu. C'est minime. Alors justement, en parlant effectivement, juste revenir rapidement sur la Murabaha, effectivement c'est parmi les produits les plus faibles en finance participative. Faible en termes de justification en quelque chose chariatique pour les produits. Et pourtant c'est celle qui est la plus usitée. Malheureusement, voilà. Il y a certains pays qui sont plus orientés consommation. Nous, on travers l'association, à travers ce que nous souhaitons de notre gouvernement, c'est qu'il oriente cette finance participative beaucoup plus vers la partie Modaraba, vers la partie Musharaka, là où effectivement il y a le partage des pertes et des profits. Et on crée de la valeur, on crée de la richesse et on crée de l'emploi. À travers ces deux produits phares, normalement, on doit beaucoup plus, par exemple, encourager la Musharaka Mutanaqisa au lieu d'encourager la Murabaha. Mais comment on encourage? Est-ce que, je pose souvent la question à Talal Lahlou, est-ce qu'on peut avoir, alors fiscalement, mais est-ce qu'on pourra imaginer mettre des quotas, par exemple? Ça existe dans certains pays. Alors justement, en prenant l'exemple de la Malaisie, parce qu'on a eu l'occasion la semaine dernière de recevoir carrément une délégation de Malaisie, représentée par carrément le sultan d'un État, Petra. Effectivement, le sultan Nazrin Shah. Je rappelle qu'il y a un forum international qui a eu lieu ici. On a pourtant cette 40 ans d'expérience et nous avons constaté effectivement que l'État malaisien offre des avantages fiscaux justement pour orienter, pour driver l'économie. C'est parmi les marchés les plus développés
en finance participative, 40 ans d'expérience. Non, je parle en termes de Musharaka. Est-ce que ça a bien marché, le fait de vouloir orienter vers des produits qui soient beaucoup plus en offrant des avantages participatifs? fiscaux. Je prends l'exemple de la bourse de Casa, par exemple, dans les années 96, 95, 94. Comment on a pu encourager les porteurs, les épargnants à investir en bourse? On a donné des carottes fiscales. C'est-à-dire on a exonéré les gens de la taxe sur la plus-value dans le temps. Il fallait que 5 ans, 6 ans pour encourager les gens, pour qu'ils participent aux opérations des OPV, etc., pour qu'ils acquièrent les titres et les vendent par la suite sur le marché. Pourquoi on ne fait pas la même dynamique en quelque sorte? Offrir quelques avantages fiscaux pour cette nouvelle finance participative et essayer, parce que l'objectif du gouvernement c'est de driver, parce qu'en drivant cette finance participative vers la création de richesse, vers le partage et vers la création d'emplois, c'est là où on peut gagner, au lieu d'orienter vers la consommation à travers le label. On sait que notre problème au Maroc, on le sait, toutes les banques l'ont pris à bras-le-corps, c'est le financement des TPE, le financement des PME. Est-ce que ça, par exemple, la Musharaka serait une bonne alternative, un bon moyen, un bon levier pour que des petites entreprises aient accès au financement? Alors, c'en est une. Je voudrais simplement qu'on resitue les choses dans leur contexte. Si on prend l'âge de la finance participative, allez, dans le meilleur des cas, ça s'est développé considérablement dans les années 70, de manière organisée, structurée, avec des procédures. Ça a quel âge? 40 ans maximum, on va dire, allez, 30 et 40 ans. Si on compare ça à la finance traditionnelle qui a plusieurs siècles derrière elle, je pense qu'il faut rester un peu, il faut pas trop, toute raison garder. Voilà, faut raison garder. Et puis il faut donner le temps au temps. Il y a ce que j'appelle une courbe d'apprentissage. Nous sommes en train de mettre en place les choses. Et deuxième élément très important, il y a une loi qui est sortie concernant la finance participative. Mais ce n'est que la loi. Sans les circulaires d'application, je peux vous dire qu'on ne pourra pas aller très loin. On a beaucoup de lois comme ça. Alors, je parle de celle-là. Je parle de celle-là. Donc, et si vous lisez la loi, vous allez remarquer que pratiquement au niveau de chaque article de la loi, de 54 jusqu'à 60, chaque fois on précise que les modalités seront fixées par la circulaire du Wali de Banque al-Maghreb et du Conseil supérieur des Ulama. Donc, il y a un certain nombre de produits, il faut les développer, il faut que la courbe d'apprentissage fonctionne, il faut aussi de la volumétrie. Si on réfléchit sur des choses qui sont en train de démarrer, d'ailleurs il y a eu le lancement en 2007, on est bien d'accord, ça a eu le succès que nous connaissons, pour des raisons multiples, pour des raisons fiscales, pour des raisons de financement, de coûts, etc. Donc c'est resté, on va dire, dans un cantonnement. Aujourd'hui, compte tenu, comme ça a été souligné, on a envie de développer la place de Casablanca, on a envie qu'elle ait un rayonnement. À juste titre, rappelons que la finance participative ne concerne pas que les musulmans, ça concerne toute personne qui souhaite investir dans cette formule, en tout cas ce mode de financement, est la bienvenue. D'ailleurs, des places comme Londres qui sont devenues aujourd'hui, etc. Donc je ne veux pas anticiper. Je ne veux pas anticiper. Donc situons les choses dans leur contexte. Il faut du volume et il faut aussi de l'expérience pour qu'on puisse aller de là. C'est bien très Très bien. Il faut noter d'abord que le Maroc a capitalisé un savoir-faire en matière de la banque classique. Ceci étant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qu'il faut donc mettre le point là-dessus, notamment le rôle que doit jouer Banque al-Maghreb en matière d'orientation de ce secteur d'activité. Donc il fallait mettre en place des notes d'orientation pour les banques participatives pour qu'ils puissent vraiment mettre en valeur la loi en question. Numéro 2, GPBM également, il a son rôle en tant qu'organisme de tutelle indirect vis-à-vis de la banque. Et troisièmement, c'est le rôle de la CCG. Parce que les fonds de garantie. La caisse centrale de garantie, c'est quoi? C'est un fonds de garantie dédié à prendre des initiatives d'investissement. Et on a vécu cette expérience avec la banque classique. Donc, mettre ce fonds de garantie à la disposition de banques participatives, ça ne fait qu'encourager ces dernières à relancer la prise des décisions d'investissement et à s'encourager pour aider donc les porteurs de projets, etc. Mais la garantie, ça répond à un risque, et apparemment le risque... Bien sûr, sur le plan... je dirais sur le plan cartographie de risque, il faut dire que la banque participative, il est plus risqué en matière, en métier que la banque conventionnelle. Alors, j'ai une question, vous y répondrez après la pause. La finance participative serait-elle une alternative éthique, c'est un tweet, ou bien on se sert de la religion pour attirer des clients potentiels? Oui, le genre de questions qu'on peut avoir, on y répond juste après la pause.
de 60 minutes pour comprendre. Il nous reste donc à peu près 29 minutes. Hein. Bon, c'est vrai que la finance participative, on en fera d'autres parce qu'il y a énormément de choses à expliquer. Juste ce tweet-là qui était intéressant, la finance participative serait-elle une alternative éthique ou bien est-ce qu'on se sert de la religion pour attirer des clients potentiels? Ça dépend ce qu'on veut dire de l'éthique. L'éthique, c'est un mot grec qui est similaire à la morale en romain. L'éthique, c'est par rapport à l'individu. C'est-à-dire déjà, est-ce qu'on a une éthique partagée ou bien chaque personne a son éthique? Aujourd'hui, pourquoi on parle d'éthique en finance classique? Tout simplement parce qu'après 4 siècles de prêts à intérêt, d'assurance sur tout et n'importe quoi, de produits dérivés et de spéculation, on a 1% de la population qui détient 99% des richesses dans le monde selon la dernière étude de Oxfam. Donc, on se dit, bon, c'est pas très éthique d'avoir 300 ou 400 personnes qui détiennent la moitié de la Terre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus éthique? Donc, on a des offres, on a l'investissement socialement responsable, on a les Pioneer Funds et on a la finance islamique. Et donc, cette finance islamique, petit à petit, elle s'est installée pour des motifs religieux, surtout dans le Moyen-Orient et en Malaisie, mais en Occident pour des motifs surtout financiers, parce qu'on a des gens qui ont de l'argent, mais qui veulent un investissement éthique. Donc à cette question, on ne peut pas répondre de manière tranchée. On a les deux. On a des gens qui exploitent ça de manière... On a des gens qui exploitent la religion, et donc qui vous donnent des produits qui religieusement parlant, n'ont rien d'islamique, mais c'est pour attirer des clients. Et on a des banquiers, des institutions financières qui font vraiment de la finance participative éthique, c'est-à-dire qu'elles font aussi de la microfinance islamique, elles font aussi... Et donc c'est là où on veut dire que la finance islamique, c'est un tout. C'est pas la murabaha et c'est pas juste la murabaha al-musharaka, c'est un tout, c'est la finance participative. Voilà, c'est un écosystème qui comprend l'assurance takaful, qui comprend les marchés financiers, la microfinance islamique, zakat, l'waqf, et tout ça, ça permet d'avoir en même temps la partie bénévole, caritative, de solidarité sociale, et en même temps la partie commerciale et mercantile. Mais je partage tout à fait l'avis, mais chacun ira de sa conscience. Et puis deuxièmement, l'éthique n'est pas forcément antinomique avec la religion. Donc souvent, on se retrouve sur des choses qui sont très communes. Donc à partir de là, si on peut développer, améliorer et faire croître ce marché, et faire rentrer, comme on a dit tout à l'heure, faire rentrer des gens qui ne sont pas dans le système, allons-y. Alors, j'aimerais revenir juste sur un point, après on parlera du Maroc, parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. La finance islamique, contrairement à ce que les gens peuvent croire, on l'a vu tout à l'heure, existe, des produits existent depuis un moment. Juste revenir sur quelque chose qu'a dit Siktani, on l'a bien dit, vous l'avez dit plusieurs fois, ce n'est pas destiné seulement aux musulmans, mais aux non-musulmans. Une place financière comme Londres, la City de Londres, je vais juste vous lire un extrait du discours de David Cameron, c'était en 2013, qui a... Première ville hors non musulmane qui a accueilli le Forum islamique économique mondial, c'était en 2013. Il dit « Je ne veux pas que Londres soit seulement une grande capitale de la finance islamique dans le monde occidental, je veux que Londres soit avec Dubaï et Kuala Lumpur l'une des grandes capitales de la finance islamique dans le monde. » Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'une place financière comme Londres veuille devenir une capitale de la finance islamique? Alors c'est très simple. Je prends l'exemple, effectivement, je reviens sur Londres, mais sur la Malaisie. Pratiquement, on a trouvé que 70%, jusqu'à 80% des épargnants en Malaisie ne sont pas des musulmans. Oui. Alors, pourquoi ils sont orientés vers Combien, excusez-moi 80%. 80%. C'est d'origine chinoise. Pourquoi? C'est parlant, ça, c'est vraiment parlant. C'est même 80. Donc, on a beau d'expliquer, etc. On a trouvé qu'il y a deux choses importantes. Ils sont intéressés par l'éthique et ils sont intéressés, franchement, de la performance. Donc les fonds Sharia complets en Malaisie. Il y a le côté business. Ah oui, business. Ils sont performants. Maintenant, pour David Cameron, effectivement, c'est logique. D'ailleurs, même nous, pour le Maroc, on peut choisir cette voie parce que l'idée, effectivement, c'est attirer des capitaux étrangers pour l'investissement. On parle encore une fois l'investissement pour créer de la richesse, pour l'emploi, etc. Donc, le fait de se déclarer, de prendre cette position par rapport à Dubaï et Kuala Lumpur, justement, c'est attirer les capitaux. On parle de 2000 milliards de dollars. C'est very huge, c'est important. Pourquoi le Maroc ne choisit pas cette voie et essaye de capter quelque chose sur les 2000 milliards? On a une expérience,
On a démarré sur la finance classique depuis très longtemps. On a des expériences sur les fonds Sharia compliant. On va y arriver, les OPCVM Sharia compliant. Depuis 1997, on sait exactement ce qu'on fait. On est des professionnels à travers les filtres qu'on essaie de mettre en place, Sharia compliant. Le fait de mettre en place un indice Sharia compliant, un indice boursier pour la bourse de Casa. D'ailleurs, sur ce chapitre, on travaille avec la PSB, l'association professionnelle des sociétés boursières, la bourse de Casa, justement pour attirer des capitaux. Donc l'objectif, c'est clair, c'est pas l'islam en tant que religion, c'est beaucoup plus attirer des capitaux pour création de richesse. Le cas de l'Angleterre montre très bien ça. Effectivement, si l'Angleterre a réussi, c'est parce qu'il a donné le bon exemple. Et cet exemple s'inspire d'existence d'une instance, c'est les comités sharia. Il a un rôle moral. Et donc l'existence de ce comité qui valide la conformité ou la non-conformité de l'opération vis-à-vis des principes de la charia, ça prouve également, ça donne donc un confort, ça donne de la confiance aux petits épargnants, surtout après la crise financière de 2007. C'est les leçons qu'on a tirées des avantages que présente donc la finance participative. Et donc c'était le point de démarcation, c'est la crise 2007-2008 qui a donné donc ce souffle à la finance participative par la mise en place d'une commission, comité charia. Et c'est ce que le Maroc a fait aujourd'hui. Alors justement, ce que le Maroc a fait, ce que le Maroc va faire, des demandes d'agrément ont été déposées. 17 demandes d'agrément, voilà, ça veut dire 17 banques entrantes qui ont envie de rentrer au Maroc. Dans 5 marocaines. Donc 12 étrangères, 5 marocaines. Voilà, on regarde un petit sujet de Khadija Hassan et on en discute juste après. Véritable effet de mode ou révolution du système bancaire, la banque participative ou alternative est en train de changer l'échiquier mondial de la finance. Et le Maroc, malgré le retard, est en train de se positionner. Tout a commencé en juin 2014. Le Parlement adopte alors le projet de loi bancaire qui met en place un cadre législatif pour les banques dites participatives. 6 mois plus tard, la loi 103/12 voit le jour. La banque participative peut donc légalement exister au Maroc. Depuis, notre banque centrale est inondée de demandes d'agrément. Des agréments attendus pour bientôt, c'est-à-dire début 2016. Il y a une semaine, Casablanca accueillait le Forum international de la finance participative avec un invité de marque, la Malaisie, véritable pionnier mondial dans le domaine. L'occasion donc de montrer la voie aux futures banques marocaines, notamment sur les soukouks, ces obligations émises par les banques participatives et qui représentent une bouffée d'air pour les entreprises en mal de financement. Alors l'entrée en activité des banques participatives est bénéfique pour le tissu entrepreneurial, mais encore, qu'en est-il du particulier ? Selon une étude d'un institut relevant de la Banque mondiale, plus de la moitié de la population marocaine préférait un financement participatif, quitte à payer plus cher. Et ça, certaines banques marocaines l'ont compris avant même la législation. C'est le cas d'Atijari Wafa Bank qui avait lancé en 2010 Dar Safa. Mais voilà, selon la même étude, près de 40% de nos compatriotes n'a jamais entendu parler de finances alternatives. Il reste donc beaucoup à faire, surtout quand on sait qu'un Marocain sur 2 n'est pas bancarisé. Alors, vous avez vu les chiffres des sondages avaient été faits en la matière. Il y avait eu un vieux sondage qui avait été fait également, on montrait un vrai engouement pour la finance participative. Mais après, quand on creuse un peu et quand on voit le niveau de connaissance des gens des produits, là, ça peut faire basculer les choses. Alors, l'avenir de la finance participative au Maroc aujourd'hui ? Donc il a un avenir prometteur, tout simplement. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui, actuellement, d'après les déclarations officielles des représentants de Banque al-Maghreb, c'est 17 banques qui ont déjà déposé. Et nous avons d'autres qui ont manifesté leur volonté. C'est pas rien, hein, 17 banques. Hein, c'est énorme. Et il y a encore d'autres déclarations d'autres banques marocaines qui ont donc le même objectif à l'avenir, parce que ça représente une menace pour le secteur s'il ne se comporte pas au moment opportun. Alors, lorsque vous entendez 54% des Marocains, c'est l'Institut Gallup de la Banque mondiale, c'était en 2013, déclarent préférer un financement islamique, même plus cher. Est-ce que, on fait souvent ce parallèle avec Talal Lahlou, on va s'y risquer, comme le bio, on veut payer bio, on paye plus cher, on veut du halal, on paye plus cher? Franchement, donc, il y a effectivement des statistiques, une étude de marché, et on parlait même de plus de 80% de Marocains intéressés
par la finance Il participative. faut prendre ça avec Voilà. des pincettes, parce qu'après, Très bien. oui. Alors justement, donc on a 3 catégories de personnes. On a la première catégorie, effectivement, qui peut payer plus parce qu'ils sont convaincus. Donc c'est des produits qui répondent à leurs convictions. La deuxième partie de personnes, c'est des gens qui regardent, qui suivent, mais ils attendent une égalisation en quelque sorte des prix. Il y a une troisième catégorie qui est non intéressée, donc voilà, donc qui n'est pas convaincue du produit. Pourquoi la finance participative est plus chère? Parce qu'en gros, elle est plus chère aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de volume, une question de volume, d'accord, mais pourquoi Il y a plusieurs raisons. Oui. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons locales et des raisons systémiques, si on veut. D'abord, c'est lié à l'industrie. C'est une industrie qui n'a pas la taille critique de l'industrie financière classique, donc elle n'a pas les économies d'échelle. C'est-à-dire que quand on va faire une recherche, par exemple... C'est artisanal encore aujourd'hui. C'est pas artisanal, Bon, non. Au niveau de la taille. Disons que l'expertise est là. Moi, Oui. moi je m'intéresse d'ailleurs au marché financier islamique, et quand on voit ce qui a été fait, et ce qui se fait, et les produits qui sont lancés, les contrats, je peux vous dire que c'est très, très, très pointu. Maintenant, disons que quand on est une petite structure qui fait de la finance islamique, parce qu'il y a des grandes structures, mais la majorité n'ont pas la taille des banques classiques. Donc imaginons qu'on lance une recherche, ça va nous coûter beaucoup plus cher en termes de coûts variables. Donc on n'a pas les économies d'échelle nécessaires. Après, il y a d'autres raisons, comme des raisons fiscales par exemple. Aujourd'hui, quand on fait une transaction en murabaha, on achète le produit et on le revend. Donc il y a l'enregistrement, il y a la TVA, il y a des taxes qui ont été enlevées, notamment la conservation et la TVA, mais on enregistre là, vous parlez encore... d'un bien immobilier. Hein. Oui, Oui. murabaha immobilier. Donc on enregistre encore 2 fois, donc ça fait 4% sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure d'1 million de dirhams, ça fait pas mal. Donc en termes de comparaison de coûts, pour l'instant, c'est pour ça que d'ailleurs la Malaisie a opté pour l'incitation fiscale. Au Maroc, on ne s'oriente pas vers l'incitation fiscale. Les décideurs se sont orientés vers la neutralité fiscale. C'est-à-dire qu'on est neutre au niveau des opérations, mais encore une fois, est-ce qu'un éléphant peut avoir les mêmes outils qu'une petite structure nouvellement née? Elle n'a pas le nombre d'agences, elle n'a pas la publicité, etc. etc. Donc c'est plus cher, mais aussi parce qu'il y a des classiques d'éléphants. Hein. Mais il y a, en termes de taille, en termes de Alors justement, on peut y voir pas mal. Les banques classiques, est-ce qu'elles voient d'un mauvais œil l'arrivée de la finance participative? Parce qu'on en parle depuis longtemps, on sent que c'est un peu poussif, il y a eu des effets d'annonce, on retourne en arrière, on attend, après on en reparle. Est-ce qu'aujourd'hui on a peur de l'arrivée de ces banques-là? Très franchement, je ne pense pas. Et je suis convaincu que ça peut être un excellent levier pour justement poursuivre le développement. Et je vais donner un chiffre. Si vous prenez le taux de remploi des banques. Qu'est-ce qu'on appelle le taux de remploi? Oui. C'est simplement les taux des crédits rapportés au dépôt. Et on remarque que c'est le taux officiel à fin 94 au niveau du système bancaire, ce taux est de 103%. On va arrondir pour simplifier, on va dire 100%. Ça veut dire que chaque dirham déposé est automatiquement reprêté. C'est-à-dire pas dans le financement. Dans le financement, il est reprêté, mais il n'y a plus de marge. Rappelez-vous que ça fait les 2 dernières années ou les 3 dernières années, on a quand même vécu une situation, pour le moins qu'on puisse dire, de trésorerie des banques extrêmement serrée. Pour des raisons, on ne rentrera pas dans les détails du pourquoi, du comment, mais simplement pour donner un ordre de grandeur, la Banque centrale intervenait parfois pour des montants qui allaient jusqu'à 70 milliards de dirhams. Aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré, on est autour de 25, 27, 30, voilà. Donc on est dans une situation beaucoup plus confortable. Mais simplement, si je reviens sur mon fameux taux de remploi, on est à 1. Donc, quelle est la marge? Si on intègre ces nouveaux capitaux, donc c'est une possibilité de financer l'économie nouvelle et qui va donner un tremplin extraordinaire pour des potentialités nouvelles. Donc voilà ma réponse à votre question. C'est bien ça. Marge de manœuvre, bien sûr. Pas la marge des bénéfices. Donc, de manœuvre, j'entends pour le développement et en termes de volume et en termes de développement et de croissance par rapport aux 4 produits qui sont donc pour moi la cherté c'est pas un indicateur donc fiable pour le moment parce qu'on n'a pas donc un comparatif qui nous permet de trancher est-ce que les produits participatifs sont plus chers que ceux de la si on va avec des rumeurs. On va prendre cet appartement d'1 million de dirhams. Si je vais prendre un crédit classique et si je vais demander un financement participatif, vous me confirmez que ça va être plus cher qu'un crédit classique? Non, à mon avis parce que c'est
ça c'est une orientation stratégique de la banque, parce que donc la banque en tant que commerçante, il doit gagner une part de marché. S'il n'est pas compétitif sur le marché, donc il est censé donc être évincé par le marché. C'est la logique de marché. Je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, la banque participative n'est pas une menace pour la banque classique. Tout simplement parce que nous avons... Une menace concurrentielle, c'est ça la question que je pose. Donc c'est positif. Donc aujourd'hui, nous avons un niveau de bancarisation au Maroc qui réellement qui ne dépasse pas 40%. Donc nous avons encore un gisement à exploiter et faire jouer la concurrence entre le secteur bancaire parce que tout simplement, les banques participatives, ils n'ont pas un refinancement, ils ne jouent pas sur le refinancement, c'est-à-dire ils n'achètent pas l'argent pour endosser le coût de l'argent. Donc c'est des investissements purs et simples de la clientèle qui seront destinés donc à la mudaraba ou à la murabaha et on se met d'accord dès le départ avec le client. C'est la loi du marché qui se fait jouer, donc ce n'est pas une menace de tout. Alors justement pour anticiper, on va dire que ce n'est pas une menace dans la mesure où certaines banques marocaines ont déjà anticipé l'entrée de nouvelles banques. Donc ils ont tissé ce que nous appelons des JV, des joint ventures, c'est-à-dire une banque marocaine avec une banque étrangère spécialisée en finance participative. Donc ils se mettent ensemble pour justement vendre le produit sur le Maroc. Deuxième élément qui est très important, c'est justement par rapport à la murabaha. Donc on a parlé tout à l'heure de la fiscalité. Je crois qu'il y a quelques arrangements qui ont été réalisés au niveau de la loi de finances pour 2016. Et justement, il reste 1% d'écart entre un produit classique et la murabaha. Et donc ils ont essayé au maximum. 1% d'écart par rapport à quoi? Par rapport au prix. C'est-à-dire au niveau voilà, il y a 1% pour le transfert de propriété. Et ce 1%, normalement, c'est le gouvernement. Normalement, il y a un décret qui doit être traité directement avec la conservation. Ça ne rentre pas dans la loi de finances, justement pour annuler ce 1%. Il n'y aura plus de double enregistrement. Exactement. C'est une neutralité totale. Exactement. Maintenant, est-ce que le produit restera cher? Je vais dire oui. Tout simplement, la banque participative, pour qu'il puisse démarrer, il a ce que nous appelons des charges de structure. Les charges de structure, c'est le personnel. Si vous avez un siège, vous développez des agences, donc on met en place des investissements importants. Et donc, automatiquement, lorsqu'on met en place des investissements importants, on doit les amortir sur une durée longue. Donc, durant cette période, le produit sera un peu plus cher. Donc, les banques vont essayer de faire beaucoup d'efforts parce que l'objectif, c'est que si nous avons, par exemple, un Qatar Islamic Bank ou Al-Baraka ou autres, justement, au Rajhi, c'est des grandes banques qui ont beaucoup plus de cash, de liquidité, qui vont essayer d'aider les banques marocaines, justement, à égaliser un petit peu les prix et que le meilleur gagne. Alors, j'ajoute une chose, c'est que monsieur le gouverneur de Banque al-Maghrib a déclaré officiellement, c'est qu'il n'y aura pas des avantages comparatifs entre la banque participative et la banque conventionnelle. Ils seront traités sur la même fréquence d'onde, neutralement. Donc, il ne va pas avantager une autre au détriment de l'autre. Et ça, encore une fois, ça confirme que le Maroc, il est ouvert à une concurrence pure et parfaite. Pure et parfaite, peut-être, mais ça dépend en tout cas surtout déjà juste un point avant de parler de la stratégie bancaire, les banques participatives, elles ont beaucoup de possibilités de refinancement si elles manquent de liquidité, notamment ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont les soukouk, et qui sont émis par beaucoup de places financières dans le monde, notamment par le public, l'État, pour remplacer les obligations. Les soukouk, ça ressemble beaucoup plus à des actions, donc encore le participatif, et par le privé aussi. Jamais lié à des créances. Oui, non. Maintenant, ça dépend de la stratégie de la banque, parce que dire que dans une économie, dans un tel marché, on va avoir par exemple, on a 5 supermarchés, le 6e supermarché qui va ouvrir, il sera plus cher parce qu'il a des coûts de structure, c'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que des fois, on choisit une stratégie de ce qu'on appelle le dumping. C'est-à-dire que on est positionné, par exemple, on a une moyenne de prix à 10, moi je vais rentrer à 9. Pourquoi? Pour prendre de la clientèle. Et je fais rentrer ce différentiel dans mes charges de communication, dans les investissements initiaux qui seront amortis plus tard. Donc ça dépend vraiment de la stratégie de la banque. Si l'État est vraiment neutre fiscalement, si une banque veut prendre des parts de marché, elle peut être moins chère que la banque classique. Halal ne veut pas dire plus cher, systématiquement, du tout. Est-ce qu'on répliquer rapidement? Je prends le cas de Al-Safa, effectivement, qui est une banque, c'est un exemple de société de financement créée en 2008-2009 et qui, effectivement, lance des produits de ce type. Bon,
C'est vrai, c'est une société de financement, donc qui a demandé un agrément auprès de Banque Maghreb, mais quand même, j'ai fait une comparaison entre les prix. C'est vrai, au-delà de la partie fiscale, mais effectivement, il y a des coûts de structure. Les coûts de structure, c'est qu'ils ont besoin, il fallait qu'ils recrutent aujourd'hui 50 personnes, il fallait qu'ils mettent en place 10 agences. Donc, entre parenthèses, ça peut être parmi les premières banques qui vont démarrer rapidement parce qu'ils ont quand même un track record, une expérience depuis pratiquement 7 ans sur ce domaine. Ils sont déjà implémentés, ils ont 10 agences et 50 personnes. C'est la première banque marocaine à 100% d'abord. Dans un monde parallèle où il n'y aurait que la finance participative ou la finance islamique, est-ce qu'on aurait évité la fameuse crise des subprimes ? Si c'était une finance participative islamique, c'est-à-dire on a tout cet écosystème, la crise des subprimes, elle vient de quoi? Elle vient du fait que quand une banque prête de l'argent, elle fait signer un contrat au client. La banque prend, dans les pays occidentaux, au Maroc, c'est possible que depuis très... mais ce n'est pas encore vraiment fait. Donc, dans les pays occidentaux, qu'est-ce qui se passe? On fait un prêt pour une maison, le client signe un contrat comme quoi il va payer ses créances, la banque n'a pas envie d'attendre 25 ans pour se faire rembourser. Et donc, elle prend ce contrat, elle le titrise, et elle le met dans une place boursière, et elle adosse la maison en tant qu'hypothèque. Après, c'est entre le créancier. C'est pour ça qu'on appelle ça la crise des crédits hypothécaires aussi. Donc, en fait, en finance islamique, on ne peut pas vendre une dette. On ne peut pas vendre une dette d'abord parce que la dette, elle a des intérêts. Donc on a le capital. On ne peut pas vendre une dette libellée avec des intérêts. Et deuxièmement, on ne peut pas titriser à plusieurs étages. C'est ce qui se fait dans les pays occidentaux. Donc on ne peut pas titriser, surtitriser. Et les produits dérivés aussi, qui sont la cause de beaucoup de... Donc il n'y en aurait pas eu. Voilà, les produits dérivés sont par définition bannis. Et je pense qu'aujourd'hui, la crise... Au contraire, moi je dirais que la crise de 2008 va donner un excellent tremplin à la finance participative. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que de toutes les banques qui ont souffert de la crise, les banques participatives, en tout cas Sharia compliant, elles ont mieux résisté. Pourquoi? Parce que elles maintiennent un lien avec l'économie réelle. On ne fait pas de subprime. Je rappelle simplement que la gravité aussi des subprimes, c'est qu'on a donné des crédits hypothécaires à des gens dont on savait pertinemment qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser. Donc c'était la double peine. Voilà. Deuxièmement, on ne fait pas de produits dérivés et pas de spéculation. On ne fait pas de spéculation. Donc tous ces éléments font que, oui, je pense que pour répondre à la question qui a été posée, on aurait pu passer en tout cas de manière beaucoup plus confortable, la crise de 2008 dans un monde, comme vous dites. Voilà. Cette crise n'aurait pas pu avoir lieu. Dans l'économie islamique, on ne vend pas de duplicata. On ne vend pas de duplicata. Et c'est la crise financière de 2008, c'était la vente fictive. Alors, l'économie marocaine, la finance participative, c'est une économie réelle qui se base sur l'actif réel. Alors justement, tout à l'heure, on a parlé des principes de la finance participative, on a parlé du riba, du gharar, justement, c'est le risque excessif, et on a parlé également de ce qui est darar, le préjudice. Donc à travers ces trois éléments, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit, les trois, le fait qu'il est basé sur l'économie réelle, sur l'éthique et sur fiqh al-mu'amalat, droit des affaires des musulmans, tous ces éléments, donc on les prend en charge dans le cadre de la mise en place du produit. On fait valider ça par le Conseil supérieur des oulémas, qui normalement, d'ailleurs le texte le prévoit, qu'il soit accompagné par des experts en la matière. Donc ces éléments, ils sont identifiés, on les connaît très bien parce que c'est la source effectivement de la crise du subprime, et ces experts orientent le Sharia Board national justement pour valider, donner le cachet compatible ou pas par rapport à la finance participative. Un petit bémol rapide simplement pour dire que c'est pas parce qu'on est Sharia compliant qu'il n'y a pas de crise ou qu'il n'y a pas de moment difficile. Je rappelle que pour certaines banques dans le Golfe qui étaient extrêmement exposées à l'immobilier, qui ont disparu. Pas pour des raisons liées à la Sharia compliance. Pour des raisons qui étaient énormément exposés à l'immobilier ont connu des moments difficiles. Donc on peut avoir des difficultés, ça ne veut pas dire que les difficultés n'existent pas. Il y avait un hic au niveau de la compliance de leur contrat, mais ça ne veut pas dire que, dans l'économie, la finance islamique, elle est adossée à l'économie réelle. Donc si l'économie va mal, on a une mauvaise récolte ou bien moins d'exportation, on va mal. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est ce qui s'est passé en Occident. C'est-à-dire que la finance est allée mal parce qu'elle a excessivement spéculé, elle a fait n'importe quoi.
et donc c'est l'économie qui va mal à cause de la finance. Non, ça c'est pas possible. Alors, vous dites connectée à l'économie réelle. C'est intéressant d'avoir cette dénomination-là. Justement, elle est connectée, elle n'est pas en vase clos. Il y a bien des points d'entrée. Comment on s'assure que les fonds qui sont là, l'argent qui va permettre de enclencher la machine, n'est pas lié à des fonds qui ne soient pas, eux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, halal? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, nous avons la circulaire 9, la 9G de Banque al-Maghrib, qui interdit aux banquiers d'accepter des fonds qui n'ont pas un justificatif réel derrière. Et donc, le banquier et la banque, il est responsable sur ses comportements avec la clientèle. Donc, nous avons donc une commission au niveau de Banque al-Maghrib qui contrôle le mouvement des capitaux. Et si jamais il y a des explications à demander aux banquiers, mais ça, c'est pour toutes les banques. Bien sûr, et si c'est pratiqué moi, à je parle toutes les banques. bien de la finance islamique. Vous savez à quoi je veux penser? Imaginons qu'il y a de l'argent qui vienne de bénéfices issus d'un élevage de cochons ou de vente d'alcool, des choses qui sont proscrites dans la... Donc, comment on sait, comment on rend ça hermétique? Est-ce que c'est possible de rendre ça hermétique? Il y a un charia à bord, déjà pour commencer, qui dit est-ce que c'est licite ou ça n'est pas licite. C'est le principe même. C'est un comité qui décide et qui dit est-ce que le sous-jacent dans lequel vous investissez, est-ce qu'il est acceptable ou pas. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Deuxième élément, le grand principe aussi, c'est qu'on ne vend pas ce que nous ne possédons pas. Donc chaque transaction a un bien sous-jacent qui la supporte. Un véhicule, un appartement, une usine, que sais-je. Donc ça fait partie des guidelines. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou jusqu'où on pousse l'éthique? Je prends un exemple très simple. La banque, j'achète un appartement. Imaginons que la banque va acheter un appartement à soit un promoteur, soit un particulier promoteur, petit promoteur, qui lui n'a pas on va dire des pratiques très éthiques. Est-ce que ça va jusque là ou on s'arrête à des considérations d'achat tout simplement? Alors justement, c'est parmi les questions qui sont posées aussi bien pour la banque ou pour l'assurance Takaful, oui. Justement parce qu'il y a des assurés qui apportent de l'argent pour tout ce qui est assurance vie. Oui. La même chose pour tout ce qui est murabaha pour les banques. Donc effectivement, il y a la loi qui est applicable à toutes les banques, anti-blanchiment et terrorisme. Oui. Ça, c'est valable pour tout le secteur financier. Oui. Deuxième élément, c'est que pour ce client, une fois il passe le premier filtre, on demande, franchement, on ne demande pas l'origine de ces fonds. Donc il y a le filtre qui est anti-blanchiment terrorisme, mais par la suite... Mais après, on ne sait pas d'où viennent les fonds. Voilà, mais s'il apporte son argent, donc qu'elle est passée par le premier filtre, il y a des investissements qui sont réalisés par la banque islamique participative ou par l'assurance, etc. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que cet argent collecté soit investi dans des produits, dans des sous-jacents sharia compliant, c'est-à-dire investir en bourse, acheter des soukouk, etc. Mais maintenant, est-ce que le monsieur lambda, est-ce qu'il est musulman, pas musulman? On s'en fiche. D'ailleurs, on l'a dit au départ. Là, je ne vous ai pas parlé de musulmans. Il y a des activités qui sont proscrites. Et puis, on peut avoir aussi... On est parti vraiment au-delà. Ouais. Je veux dire, religion. Disons que le Sharia Board, parce que pour avoir une institution financière islamique, il faut avoir un Sharia Board à l'intérieur et un Sharia Board qui supervise. Dans notre cas, c'est le CSO, le Comité supérieur des ulama. Et à l'intérieur, la loi 103/12 prévoit que chaque banque a un auditeur interne. En plus de l'auditeur comptable, etc., et des risques, elle a un auditeur Sharia. Donc cet auditeur peut tirer la sonnette d'alarme en cas s'il constate un dysfonctionnement avant le rapport annuel. Oui. Et donc là, à partir de là, le CSO, le Comité supérieur des ulama, chaque année, il reçoit le rapport des banques participatives et peut se prononcer sur on a eu des cas au Soudan, par exemple, où des banques ont carrément entamé des transactions et a posteriori, le Sharia Board a dit cette transaction n'est pas bonne, donc tous les profits qui sont liés à cette transaction doivent être donnés à une association de bienfaisance. Alors, il nous reste que quelques secondes. J'ai une question, j'aimerais vraiment que vous y répondiez très rapidement. Sur un crédit immobilier classique, on a des assurances décès, invalidité qui prennent le relais en cas de défaillance du souscripteur du crédit. Qu'en est-il au niveau d'une murabaha sur un bien immobilier? Alors justement, vous avez posé une bonne question. D'ailleurs, c'est une question que nous avons posée au Conseil économique et social. Et on s'est dit, au moment où la loi bancaire est passée à la Chambre des conseillers, donc elle a été revue par le Conseil économique et social, on a dit, attention, la banque participative aujourd'hui, c'est l'un des produits murabaha. Pour nous, c'est des mornais. Des mornais, pourquoi des mornais? Parce que, in fine, on n'a pas pensé à l'assurance d'essai, qui est le takaful, pour connecter ce produit Sharia compliant avec un produit Sharia compliant assurance. Aujourd'hui, si on lance un produit murabaha, il sera adossé à une assurance d'essai classique. Est-ce que
le Conseil supérieur des ulama va valider ce type de produit, un produit charia adossé avec on a une cohabitation entre des produits. Parce qu'il faut absolument accélérer le Une process. mise en musique de l'ensemble des produits, de façon à ce que l'ensemble de l'environnement soit sharia compliant. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est un peu déconnecté, ça pose problème. C'est justement la question que j'avais évoquée tout à l'heure, la question de l'écosystème. C'est-à-dire si on n'a pas une partie fiscale, une partie assurantielle, une partie microfinance, peut-être une partie participative, et aussi des marchés financiers qui acceptent et qui incorporent ces produits, parce que la Banque islamique, quand elle voudra un refinancement, elle ne va pas se refinancer avec un taux d'intérêt, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où on a un produit musharaka ou murabaha ou ijara ou istisna ou quel que soit le produit, il faut que l'assurance qui soit à côté soit une assurance takaful, participative. Elle est aussi, même cette assurance, on peut en reparler une autre fois, mais même cette assurance est dans un esprit participatif, c'est-à-dire on gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Ça nous a permis de mieux comprendre, en tout cas, j'espère, pour nos téléspectateurs, la finance participative ou islamique. Après ce que vous avez entendu, vous déciderez. Excellente soirée sur Médien TV, la rediff à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellente soirée, à demain.